J'ai découvert que ma femme me trompait, et ce que j'ai fait ensuite a bouleversé la vie de tout le monde. Personne ne s'en est sorti indemne. Ma vengeance? Douce et impitoyable. J'ai toujours détesté les lundis, et celui-là allait devenir l'un des pires. Ma femme Peggy était très abattue et de mauvaise humeur. Elle a préparé le petit déjeuner pour les garçons et pour moi comme un robot. Elle n'était pas désagréable, juste déprimée, ce qui ne rendait pas la matinée plus agréable. Je n'avais aucune idée de ce qui la dérangeait, et je ne me sentais pas d'humeur à poser la question. Mes fils, Robert, 16 ans, et Dave, 18 ans, sont partis pour l'école à peu près au même moment où je suis parti travailler. Depuis 15 ans, je travaille pour une société de fret qui charge et décharge des porte-conteneurs. C'est un travail dur, mais bien payé. J'ai toujours voulu aller en mer, et c'était ce qui s'en rapprochait le plus. Mon rêve était de voyager autour du monde, de voir d'autres terres, d'autres peuples. J'avais ça dans le sang, et parfois, je devenais déprimé en réalisant que cela n'arriverait jamais. La maison et la famille passaient en priorité à ce moment-là. J'étais heureux avec ma vie de famille. J'avais 2 fils formidables et une épouse aimante que j'adorais. Malheureusement, c'était lundi. Ce que je détestais le plus dans mon travail, c'était certaines des personnes avec qui je devais travailler. Colin Forel était le type le plus détestable que j'ai jamais rencontré, et il avait 3 amis toujours avec lui, Bob Timbert, Ray Collins et Freddie Springer. Tous les 5, on était au lycée ensemble. Je ne les aimais pas à l'époque, et je les aimais encore moins maintenant. Et, Grady, tu nous as manqué à la fête samedi soir. On dirait que Colin allait commencer à m'embêter tôt ce jour-là. Il y avait eu une fête de l'entreprise samedi soir. Les garçons et moi, nous avions dû aller à Chester pour aider mon père à déménager. Ma mère était décédée il y a 6 mois, et mon père avait décidé d'emménager dans un endroit plus petit. Peggy était déçue que je ne puisse pas aller à la fête, alors je lui ai dit d'y aller sans nous. Quand nous sommes rentrés dimanche soir, je lui ai demandé comment c'était, et elle m'a simplement dit que c'était « bien ». À ce moment-là, j'ai juste fixé Colin sans dire un mot. Dommage que tu n'aies pas pu venir, Grady, mais merci d'avoir laissé ta femme y aller. Elle a rendu la soirée mémorable. Je me suis retrouvé à serrer les poings pendant que lui et sa bandienne riaient comme des gamines. Ils avaient l'air de se moquer de moi avec une blague privée. Alors que je commençais à m'éloigner, Colin m'a suivi et a continué ses provocations. Elle est vraiment devenue canonne depuis le lycée, Grady. T'as de la chance de pouvoir rentrer chaque soir retrouver ça à la maison. Je voyais bien que ça allait être une longue journée. Les veines de mon front ont commencé à gonfler et je sentais les tendons de mon cou se contracter. Toute ma vie, j'ai dû me battre pour contrôler ma colère. Une fois encore, j'ai essayé de m'éloigner. Je me suis retourné pour faire face au groupe entier, et Colin m'a lancé quelque chose. C'était rouge, c'était doux, une culotte. C'est alors qu'il a dit, Peggy a oublié ça samedi. Elle en aura peut-être besoin pour aller avec ce soutien-gorge rouge qu'elle portait. Tout le groupe a éclaté de rire. Je les ai regardés sans lever la tête. La soie rouge est tombée sur le sol en béton du quai de chargement, à mes pieds. Je n'ai même pas essayé de la ramasser. D'un coup, j'ai réalisé que j'avais arrêté de respirer, et j'ai senti mes muscles abdominaux se contracter. J'étais en train de devenir une bombe prête à exploser. Je pouvais affronter chacun d'eux séparément sans problème, mais tous ensemble, ça risquait d'être plus compliqué. À ce stade, je m'en fichais complètement. J'ai commencé à m'avancer vers mes provocateurs quand une main énorme a attrapé mon épaule. Josh Hamilton, le chef du quai, m'a regardé droit dans les yeux et m'a simplement fait signe de la tête en direction du bureau principal. Pas un mot. J'ai lancé un regard noir au groupe comme jamais il n'en avait vu, et j'ai suivi Josh dans les escaliers. Pour une raison ou une autre, ils ont tous cessé de rire et ont pris un air inquiet. Josh est entré dans le bureau de Henry Clark, et je me suis assis en face de la secrétaire de Henry, Sally. Grady, tu veux une tasse de café? Non merci. Je suis bien trop énervé pour tenir une tasse. Je voyais Josh et Henry discuter derrière la vitre. Ça avait l'air sérieux. Sally, tu étais à la fête samedi soir? Elle a simplement hoché la tête. Tu peux me dire ce qui s'est passé, bon sang? J'ai aucune idée de ce qu'il se passe. Peggy n'a rien dit, et je suis complètement perdu. Je ne devrais rien dire, Grady. C'est quelque chose que tu dois voir avec ta femme. Tu y étais, Sally. Tu as vu ce qui s'est passé.
Donne-moi juste un indice. Sally feuilletait des papiers sur son bureau, cherchant visiblement une échappatoire pour ne pas me répondre. S'il te plaît, Sally. Il faut que je sache. Alors Grady, Peggy est arrivée à la fête habillée pour tuer. Au bout d'environ 1 heure, Colin a commencé à l'abreuver de boissons. Elle avait l'air de bien s'amuser. Colin chuchotait des choses à son groupe à chaque fois qu'il allait chercher à boire, et il éclatait de rire. Finalement, Peggy et Colin sont allés au fond, vers l'entrepôt. Environ 30 minutes plus tard, Bob, Ray et Freddy les ont rejoints là-bas. On ne les a pas vus pendant une bonne heure, puis ils sont tous revenus, riant et plaisantants. Peggy souriait, mais elle avait l'air d'un désastre. Ses cheveux et sa robe étaient en désordre. Elle et Colin sont partis ensemble environ 10 minutes plus tard. Merci, Sally. Je ne voulais pas entendre ça, mais ça explique beaucoup de choses. Nous sommes restés en silence pendant encore une dizaine de minutes. Josh est sorti et m'a fait signe d'entrer. Grady, je ne suis pas content de ce qui s'est passé ce matin. Colin, Ray, Bob et Freddy ont chacun reçu une semaine de suspension sans solde. Toi, je veux que tu prennes 2 semaines de congé. Josh m'a raconté ce qui s'est passé samedi, et je suppose que c'est la première fois que tu en entends parler. Je ne peux pas laisser quelqu'un finir à l'hôpital. Je ne pense pas que ce soit ta faute, mais j'espère que tu régleras les choses avant de revenir. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider à traverser ça, tu n'as qu'à demander. Maintenant, va-t'en. J'ai remercié Henry, puis j'ai remercié Sally une dernière fois en sortant du bureau. Colin et sa bande n'étaient plus là quand je suis arrivé au parking. J'ai laissé la culotte sur le quai. Je ne suis pas rentré chez moi. J'ai commencé à conduire vers le nord, à la recherche d'un sanctuaire où je pourrais me perdre. J'avais tout le temps du monde pour réfléchir au passé et au présent. Peggy et moi étions au lycée ensemble. Elle était grande, grosse, négligée, et ce n'était pas ce qu'on appelait une fille attirante. Elle ne savait pas se coiffer ni se maquiller. Ses cheveux ressemblaient toujours à un désordre. Elle ne faisait partie d'aucun groupe, c'était un vrai désastre social. Et bien sûr, c'est ce qui m'a attiré chez elle. J'étais un grand gars des 1m90 pour presque 140 kilos. J'étais massif, mais aussi maladroit, timide, et loin d'être séduisant. Trop pâteau pour faire du sport. Colin Farrell, lui, c'était tout le contraire. Beau, bavard, athlétique. Je sais que ça semble idiot, mais la rumeur voulait que les filles faisaient la queue pour que Colin soit leur premier. Il n'avait jamais de petit ami officiel, mais jamais non plus une soirée sans rendez-vous. Je le détestais. Il se vantait de ses conquêtes et les filles s'en fichaient. Toutes, sauf Peggy. Peggy avait essayé de sortir avec Colin. Elle voulait pouvoir dire que c'était lui son premier. Non seulement il l'a rejeté, mais il a raconté ça à toute l'école. Il a dit qu'il ne sortait qu'avec des filles, et qu'il ne s'abaisserait jamais à sortir avec un cochon. Les élèves ont trouvé ça hilarant, mais Peggy était dévastée. J'ai vu là ma chance de me rapprocher d'elle. Comme je n'avais aucune idée de comment draguer une fille, j'ai juste commencé à être gentil. Rapidement, on est devenus proches, et à la fin du lycée, on était un couple. J'ai été son premier. J'ai trouvé un boulot juste après le lycée comme ouvrier du bâtiment. En 1 an, j'avais perdu toute ma graisse et je m'étais transformé en bloc de muscles. J'étais fort, coordonné, et fier de ne plus être la risée de tout le monde. Peggy et moi, on s'est mariés dans l'année. Robert et Dave sont nés l'un après l'autre, et Peggy s'est inscrite à une salle de sport du quartier. Très vite, sa transformation a été spectaculaire. À un moment donné, elle a appris à se coiffer, à mettre juste la bonne dose de maquillage et à s'habiller pour impressionner. Elle était devenue magnifique, et j'étais fier de la voir pour femme. Je l'aimais quand c'était un vilain petit canard, et j'avais été récompensé avec une princesse. Quand j'ai décroché le job au quai de chargement, notre vie s'est nettement améliorée jusqu'à aujourd'hui. L'autoroute A14 est devenue là alors que je continuais de rouler. Je savais où j'allais, ce n'était qu'une question de temps. Je pensais à mes 2 fils, ils venaient d'une lignée forte et fière, et ça se voyait. On a toujours veillé à ce qu'ils soient actifs, qu'ils ne deviennent pas des amibes comme nous l'avions été. Dave était un peu plus grand que Robert, et plus mince. Robert avait de grandes mains et des bras imposants. Tous deux étaient costauds et capables de se défendre. On leur a appris qu'il ne fallait jamais être des brutes. Tous deux avaient un rêve, partir en mer.
Je crois que c'était dans leur sang. J'avais promis de les soutenir, quoi qu'ils veuillent faire. Peggy était une bonne mère et une excellente épouse. Elle tenait la maison parfaitement et ne dépensait pas pour des choses futiles. Notre vie intime était, du moins à mes yeux, très satisfaisante. On s'amusait quand on faisait l'amour, et j'étais parfaitement heureux de cette partie de notre vie. Je me suis retrouvé sur l'autoroute M6, toujours à rouler. Les ombres s'allongeaient, et j'espérais arriver avant la tombée de la nuit. Le trajet jusqu'à Port-Patrick durait 7 heures, mais c'était le seul endroit où je voulais être en ce moment. J'ai fini par trouver la sortie à 75 alors que le soleil se couchait. Il y avait plein de places libres à cette période de l'année, près du Duquesne Duck. J'ai donné mes clés au barman et demandé une chambre pour une semaine. Je n'avais ni bagages, ni vêtements de rechange, ni rasoir, mais je m'en fichais complètement. Il a pris une clé sur le crochet, me l'a donnée, et a accroché mes clés de voiture au même endroit. J'ai pris une bière et je me suis installé dans le coin au fond. La lumière de la rue traversait la fenêtre en verre ambré juste à côté de ma tête. C'était le moment de m'engourdir et d'oublier le monde. Je me retrouvais toujours à me réveiller dans ma chambre tard le matin. Je me demandais comment j'y étais arrivé. En général, un habitué du coin m'aidait à monter les escaliers et me jetait sur le lit. On ne prenait même pas la peine de me couvrir avec les draps. Je m'éclaboussais un peu d'eau sur le visage, et parfois, je prenais une douche. Mais comme je devais remettre les mêmes vêtements, ça ne servait pas à grand-chose contre l'odeur. Ma barbe devenait sauvage. Je ne laissais jamais mes poils pousser d'habitude, et c'était un peu troublant de les voir dans cet état. Tous les 2 jours, il passait ma carte de crédit pour garder la note à jour. Je me noyais dans l'auto-apitoiement depuis un bon moment, et je commençais à en être esséuré. J'étais assis là, les yeux vides, à fixer la cible de fléchette pour la 1000e fois, quand 2 uniformes sont entrés. Je les regardais sans vraiment les voir. Ils ont parlé un moment avec le barman, qui a fini par faire un signe dans ma direction. Il a aussi montré mes clés accrochées au mur derrière lui. J'imagine qu'il me cherchait. J'étais assez fier de ma propre ruse. Ils n'ont même pas essayé de me parler, ils m'ont juste donné du café pendant 2 heures. Grady Baxter, vous pouvez parler avec nous? J'ai fait quelque chose de mal? On a juste besoin de discuter. Vous êtes d'accord? On peut sortir un instant? Le soleil brillait, mais tout était mouillé. Les pavés devant le pub étaient glissants, et j'avançais lentement jusqu'au muret face à la mer. Toute la rue était en pente, et je me sentais encore un peu étourdi. L'air frais était merveilleux, il remplissait mes poumons. Je ne fume pas, mais l'air à l'intérieur du pub était tellement lourd que ça revenait au même. Je me suis penché sur le muret en granit et j'ai vomi. C'était surtout liquide, puisque je n'avais presque rien mangé ces derniers jours. Ma tête a commencé à s'éclaircir, tout comme mes yeux. Les 2 agents ont attendu patiemment pendant que je reprenais mes esprits. Je commençais à me sentir mal de leur causer autant de tracas. Le banc sur lequel je me suis assis était mouillé, mais ça m'était bien égal. En quoi puis-je vous aider, messieurs? Premièrement, on essaie de vous retrouver depuis que vous avez disparu il y a 10 jours. Deuxièmement, on cherche à localiser Colin Farrell, et on espérait que vous pourriez nous aider. Eh bien, vous m'avez trouvé, donc ça c'est fait. Je n'ai pas vu Colin Farrell depuis le jour où je suis arrivé ici. Je crois que le barman vous a déjà dit que je n'ai pas quitté le pub depuis mon enregistrement. Je n'ai aucune idée d'où se trouve Colin, mais je suppose que je vais devoir le chercher une fois rentré chez moi, car on a des comptes à régler, lui et moi. J'ai parlé avec eux encore 1 heure. Ils n'avaient rien à me reprocher, et une fois rassurés sur ma sécurité, ils semblaient seulement vouloir parler de Colin. Ils m'ont retrouvé grâce au relevé de ma carte de crédit. Je vais m'en souvenir et éviter cette erreur la prochaine fois, s'il y en a une. Je suis descendu la colline, j'ai acheté quelques vêtements neufs et une brosse à dents. J'ai décidé de garder ma barbe encore un moment, même si elle avait l'air horrible. Après une dernière douche, j'ai réglé ma note et j'ai commencé à rentrer chez moi. Je me suis arrêté environ 4 fois en chemin. 2 fois pour manger quelque chose, mais surtout pour retarder le moment d'arrivée. Rien de plaisant ne m'attendait à la maison. Mais je voulais voir mes enfants. Elle était assise sur le canapé. Il n'y avait qu'une seule lumière allumée dans le salon. Elle me regardait, les mains posées sur les genoux, comme si elle avait peur de bouger. On aurait dit qu'elle avait pleuré, mais avec la lumière tamisée, c'était difficile à dire. Je suis allé prendre une bière, mais rien que l'idée m'a donné la nausée,
alors j'ai pris un coca à la place. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle et j'ai attendu qu'elle dise quelque chose. Les garçons sont chez des amis ce soir. C'est moi qui l'ai suggéré, pour qu'on puisse parler en tête-à-tête. Alors j'ai demandé, pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça avant que je le découvre moi-même? Je ne sais pas. J'avais peur, je crois. Peur de quoi? Je ne savais pas ce que tu penserais ou ce que tu ferais. J'ai fait quelque chose de stupide, et ça a mal tourné. Mal tourné? Qu'est-ce qui a mal tourné, au juste? Tu ne vas pas te fâcher contre moi, hein, Grady? Je ne sais pas. Ce serait sûrement mieux si tu disais la vérité, mais on verra bien. Grady, tu te souviens de ce que Colin m'a fait au lycée? Oui. J'ai toujours voulu me venger de lui depuis. Samedi soir, à la fête, ça m'a semblé le bon moment, alors j'ai tendu un piège. Peggy, c'est pas la version que j'ai entendue. Écoute-moi, Grady. Comme je t'ai dit, ça a mal tourné. Je me suis faite belle, et Colin a commencé à me draguer. Je l'ai laissé croire que ça marchait, et il m'a proposé d'aller dans l'entrepôt. On s'est un peu embrassé, parce que je devais le faire pour le coincer. Au bout d'un moment, il tripotait mes seins, mais par-dessus le soutien-gorge. J'ai enlevé ma culotte et je l'ai agitée sous son nez pour le tenter, pour m'assurer qu'il soit excité. Pourquoi tu faisais ça, Peggy? À quoi tu pensais? Je voulais me venger de lui. Je voulais qu'il paie pour m'avoir humilié. Quoi qu'il en soit, j'ai remarqué la bosse dans son pantalon, alors je lui ai dit de les enlever pour qu'on puisse s'amuser. Il a baissé son pantalon et son caleçon, et c'est là que j'ai fait ce qu'une fille ne devrait jamais faire. D'accord, qu'est-ce que tu as fait, bon sang? J'ai pointé son membre en érection et j'ai commencé à rire. J'ai dit qu'il était bien trop petit pour moi, et qu'il n'y avait aucune chance pour que je laisse un gars avec une petite bite comme ça me toucher. Pendant que je me moquais de sa virilité, il a commencé à se flétrir jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un truc tout mou. C'était une chose horrible à faire, mais dans ce cas précis, ça me semblait mérité. Je lui ai demandé de continuer son histoire. Je me suis ressaisi et j'ai ouvert la porte pour sortir. Bob, Ray et Freddy attendaient dehors. Visiblement, Colin leur avait dit qu'il pourrait passer après lui. Ils attendaient patiemment leur tour. Je suis passé devant eux et je suis allé aux toilettes des femmes, en riant. Quand je suis revenu à la fête, tout le monde souriait. Apparemment, ils avaient dit à tous les autres gars de la soirée qu'ils avaient couché avec moi dans la remise. Ils ont fait ça pour se venger, pour m'humilier à mon tour. J'étais bouleversé et je suis parti. J'ai entendu dire que tu étais parti avec Colin. Ce n'est pas vrai. Je suis parti seul et je suis rentré directement à la maison. Mais pourquoi tu as laissé ta culotte là-bas, pour Colin? Non, je ne l'ai pas laissé exprès, je l'ai juste oublié en partant. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Après qu'ils aient tout déformé, j'ai eu peur. Je ne savais pas quoi te dire. Alors tu m'as laissé découvrir tout ça tout seul, devant tous mes collègues. Je me suis senti comme un idiot, un cocu. Ils se moquaient de moi et je ne pouvais même pas répondre, parce que je ne savais rien. J'ai dû apprendre la vérité par une secrétaire, et sa version ne correspond pas tout à fait à la tienne. Elle n'était pas là, Grady. Moi, j'y étais. Ce que je t'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Crois-moi, Grady, je suis ta femme. Tu devrais me défendre et me soutenir. Peggy a commencé à pleurer et est allée dans la cuisine. Je suis resté là avec mon soda, la regardant s'appuyer sur la table en formica en sanglotant doucement. Je l'aimais plus que tout. Elle était la seule fille que j'ai jamais aimée. Elle essayait de manipuler la situation avec ses larmes. Peggy avait un plan, sauver notre mariage. Mais de l'autre côté, Sally n'avait aucune raison de me mentir. J'avais envie de passer Peggy au crible sur chaque incohérence de son récit, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Je ne pouvais pas changer ce qui s'était passé, et la forcer à admettre quelque chose qu'elle ne voulait pas ne servirait à rien. Je voulais la vérité, mais je savais que je ne l'aurais pas d'elle. Il valait mieux laisser les choses comme elles étaient et la laisser se détendre. J'ai pris une autre douche et je suis allé au lit avec ma femme. Elle a posé sa tête sur mon épaule et a murmuré qu'elle m'aimait, et nous nous sommes endormis. Il me restait encore quelques jours avant de retourner au travail. Les garçons étaient contents de me voir, mais un peu réservés. J'ai proposé un voyage à Londres, ce qu'ils ont tout de suite accepté. Peggy avait l'air heureuse que les hommes de sa famille se rapprochent.
Pendant le voyage, j'ai appris que les garçons avaient été suspendus pour s'être battus, ce qui est strictement interdit dans notre famille. À contre-cœur, ils m'ont expliqué qu'ils étaient harcelés à propos de ce que leur mère avait fait à la fête, et qu'ils avaient décidé d'y mettre fin. Plusieurs garçons bavards sont repartis avec des dents en moins et des yeux au beurre noir. Ils ont caché la suspension à leur mère, mais m'ont demandé des explications sur cette fameuse soirée. J'ai repoussé la discussion. Nous sommes allés à l'agence maritime et à celle de la garde côtière et j'ai demandé 3 formulaires d'immigration. Les garçons étaient fous de joie. Remplir tous les papiers a pris 1 heure. J'avais tous les documents nécessaires, y compris les actes de naissance et les passeports. Après un bref entretien chacun, on nous a remis des formulaires médicaux à faire remplir par un médecin. Nous avons dîné chez Wagamama avant de rentrer. Il a été convenu que rien ne serait dit à leur mère ni à leurs amis. Les examens médicaux ont été faits le lendemain, et maintenant, il ne nous restait plus qu'à attendre. J'ai toujours aimé Peggy. Elle a été la seule fille que j'ai jamais aimée. Elle a été la seule avec qui j'ai couché. En fait, c'était la première et la seule fille que j'ai embrassée. C'était difficile à croire qu'elle ait fait quelque chose d'aussi bas. Je trouvais ses actes méprisables et impardonnables. J'étais encore prêt à lui donner une chance, si par miracle son histoire pouvait être prouvée, mais les chances étaient minces. À la fin de cette semaine, elle a scellé son sort. Peggy avait été très attentionnée. Elle faisait tout pour ne jamais mentionner la fête ou ma fuite à Port-Patrick. Elle essayait désespérément de remettre notre vie sur les rails, comme avant. Le lendemain, au petit déjeuner, elle a prononcé la phrase la plus insensée qu'on puisse imaginer. Grady, je pensais que j'aimerais avoir un autre bébé. Là, j'ai compris ce qu'était cette nuit d'amour. Nous avons besoin d'un peu de contexte ici pour pouvoir apprécier la stupidité de ce commentaire. Peggy prenait la pilule contraceptive depuis plusieurs années après la naissance des garçons. Il y a environ 3 ans, elle a commencé à se plaindre des effets secondaires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle avait divers problèmes féminins supposément causés ou aggravés par la pilule. Quoi qu'il en soit, elle a décidé d'arrêter de la prendre. Nous n'utilisions aucun autre moyen de contraception. Peu de temps après, j'étais chez le médecin pour un problème à la coiffe des rotateurs et j'ai demandé à propos d'une vasectomie. 20 minutes plus tard, j'étais stérile. Je ne l'ai jamais mentionné à Peggy, je n'en voyais pas l'utilité. Depuis 3 ans, Peggy et moi avions des rapports non protégés, sans pilule, sans préservatif, sans diaphragme. Jamais elle n'a mentionné ou même semblé se demander pourquoi elle ne tombait pas enceinte. Et voilà que soudainement, elle veut agiter une baguette magique et faire un bébé. Soit elle est extrêmement stupide, soit elle pense que moi je le suis. Je l'ai regardée, surpris. Je me suis contenté de dire, je trouve que ce serait une excellente idée, chérie. Étant un homme, je ne sais pas grand-chose sur les grossesses, mais comme cela faisait presque 3 semaines depuis la fête, il y avait de bonnes chances que Peggy ait manqué un cycle et tente de camoufler sa culpabilité. Cela a changé ma perspective, alors j'ai décidé d'accélérer mon plan. Les garçons étaient retournés à l'école et j'ai pu discuter un peu avec eux avant leur départ. Ils semblaient comprendre ma situation avec leur mère mieux que moi. J'étais rassuré de savoir que j'avais leur soutien quoi qu'il arrive. Je ne savais pas encore ce que j'allais faire. J'ai passé la majorité de la journée à chercher Colin Forel. Il devait bien se trouver quelque part. À l'heure du déjeuner, je suis passé par les docks et j'ai parlé avec Sally. Bob, Ray et Freddy étaient de retour au travail, mais elles n'avaient aucune idée de ce qu'il était advenu de Colin. La rumeur disait qu'il avait peur que je parte à sa recherche. Ce qui n'avait pas beaucoup de sens, car je suis quelqu'un de pacifique. J'ai évité la zone de travail pour ne pas croiser mes 3 bourreaux. Cet après-midi-là, je suis allé voir un avocat local et j'ai entamé les démarches pour divorcer de Peggy. Je ne voulais pas lui faire de mal, mais je ne voulais plus vivre avec elle. Les garçons allaient bientôt être autonomes, et je ne voyais plus de raison de rester. Le seul problème qui me restait était le besoin irrépressible de remercier Colin et ses amis d'avoir détruit mon mariage. Je savais que la faute reposait surtout sur Peggy, mais je ne pouvais pas la punir. Son amant, en revanche, devait payer pour son mauvais jugement. Freddy Springer était marié, mais il s'arrêtait toujours au MC Merees pour une bière avant de rentrer chez lui. Il faisait déjà sombre lorsqu'il est sorti par la porte latérale et a commencé à marcher le long du bâtiment vers sa voiture, garée à l'arrière. Je l'ai surpris en attrapant son bras gauche que j'ai tordu dans son dos. Je l'ai plaqué de toutes mes forces contre le mur,
et j'ai entendu des craquements quand son visage a percuté les briques. Ses genoux ont cédé un peu, mais je l'ai retenu par le bras en commençant à frapper ses reins avec mon poing droit. Alors qu'il s'effondrait, mes coups sont montés plus haut et j'ai entendu ses côtes se briser. Je crois que je l'ai frappé une vingtaine de fois, jusqu'à ce que son bras pende mollement à l'épaule. Je l'ai jeté sur les pavés alors qu'un groupe de personnes descendait dans la ruelle. Personne ne m'a poursuivi pendant que je marchais calmement jusqu'à ma voiture et que je partais. 2 heures plus tard, j'étais assis au poste de police. Peggy venait juste de mettre la maison en garantie pour payer la caution et finissait les formalités. Alice Springer est entrée furieuse, hurlant qu'elle voulait que je sois enfermé pour toujours. Ils ont réussi à la tenir à distance, mais elle n'a pas cessé de parler jusqu'à ce que Peggy lui parle. Je ne sais pas ce que Peggy lui a dit, mais Alice nous a regardés tous les deux comme si nous étions des ordures, puis elle est partie. Robert et Dave ont récupéré ma voiture et m'ont ramené à la maison pendant que Peggy nous suivait. Les garçons avaient l'air fiers de moi, mais j'ai fait attention à ne rien dire ou faire qui les inciterait à suivre mon exemple. Freddy avait une épaule déboîtée, le nez cassé, 2 yeux au beurre noir, et de nombreuses blessures internes encore non identifiées. 4 côtes cassées, mais heureusement, aucune n'avait perforé ses poumons. Ma femme et moi n'avons pas parlé de ce qui s'était passé en rentrant. J'ai dormi sur le canapé pour la première fois en 20 ans, mais cela ne me dérangeait pas. J'étais réveillé et dehors tôt le lendemain matin, essayant de déterminer la suite. Le navire Osaka Maru déchargeait à Felixstowe. Le capitaine, José Costa, était un homme sympathique et était prêt à m'accepter si j'arrivais à obtenir mes papiers. Je lui ai promis de le recontacter plus tard dans la semaine. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté pour faire le plein d'essence. À peine avais-je terminé que j'ai remarqué quelqu'un courant dans ma direction. Je me suis retourné juste à temps pour voir Ray Collins me frapper sur le côté gauche avec une planche de bois 2x4. Le coup a éraflé mon bras gauche avant de me casser quelques côtes. J'ai fermé les yeux et me suis plié de douleur. Je me souviens avoir essayé de respirer sans y parvenir. Les yeux fermés, j'ai vu des éclairs blancs brillants, puis j'ai senti mes genoux fléchir. La planche de bois a fait un bruit étrange en heurtant l'asphalte. Ray n'a pas pu la retenir après l'impact. Ma main droite s'est tendue instinctivement alors que je tombais et a attrapé un morceau de tissu. J'ai réussi à pivoter vers la gauche en frappant le sol du poing droit, toujours serré sur le tissu. Je me suis écrasé violemment sur le corps de Ray. Mes yeux étaient toujours fermés, tentant de bloquer la douleur sur le côté gauche. Je ne pouvais pas bouger mon bras gauche. Je réagissais par instinct pendant que ma main droite se mettait à frapper de haut en bas. Je ne savais pas ce que je frappais, mais tant que c'était un agresseur, ça m'allait. Les 2 côtés de mon corps agissaient indépendamment, le côté gauche se recroquevillait pour se protéger, le droit attaquait tout ce qu'il trouvait. Au début, Ray se débattait sous moi, essayant de s'échapper, mais après quelques secondes, il est devenu immobile. Je n'ai arrêté de le frapper que lorsque quelques clients m'ont tiré en arrière. Je respirais encore mal et ça faisait un mal de chien. Ils ont appelé une ambulance et l'un des ambulanciers m'a fait une injection. Je me suis endormi jusqu'à l'hôpital. Je me suis réveillé quelques heures plus tard, le bras gauche en écharpe et le corps serré dans des bandages. Je pouvais respirer, mais difficilement. Peggy était là, et elle n'avait pas l'air contente. « Merde, Grady, à quoi tu pensais? Tu fais tout un drame à cause de ce petit incident à la fête. » Désolé, chérie, je n'ai rien fait. Pourquoi ton petit ami m'a-t-il attaqué avec une planche de bois? Et c'est quoi ce petit incident à la fête? Soit tu me donnes une meilleure explication de ce qui s'est passé samedi, soit je continue à poser des questions. Tu ne posais pas de questions, Grady, tu les traquais et tu les frappais. Je lui ai fait un grand sourire. Pourquoi je ferais une chose pareille? Arrête de jouer les brutes, Grady, et arrête de les appeler mes petits amis. Peggy est sortie juste quand le médecin est entré. J'étais plus contusionné que cassé. Ray avait manié cette planche comme une fillette. Mon bras était juste endolori et les fractures de mes côtes étaient superficielles. La douleur et les difficultés respiratoires venaient juste de l'impact. Le lendemain matin, Robert et Dave sont venus me chercher. Ils souriaient jusqu'aux oreilles, et je leur ai dit de se taire. Ray, en revanche, était en sale état. On m'a dit qu'il se nourrirait à la paille pendant 1 mois, le temps que sa mâchoire guérisse, et qu'il faudrait au moins 1 semaine avant que le gonflement de son visage ne diminue. Un coup mal placé lui avait cassé la clavicule gauche. Bien sûr,
Tous les coups étaient mal placés, car je n'avais aucune idée de ce que je frappais à ce moment-là. Aucune accusation n'a été retenue contre moi parce que plusieurs témoins avaient vu que Ray m'avait attaqué en premier. J'ai dû appeler mon boulot et demander une semaine de congé maladie supplémentaire. J'ai parlé un moment avec Sally, elle m'a dit que Bob Timber avait démissionné et que son dernier salaire était envoyé chez son frère à Aberdeen. Il n'avait toujours aucune idée d'où se trouvait Colin. Peggy et moi ne communiquions plus très bien. Je dormais maintenant sur le canapé chaque nuit. J'ai vite pu me débarrasser de l'écharpe, mais mes côtes me faisaient encore un peu mal. Au moins, je pouvais bouger et respirer normalement. L'Osaka Maru partait dans 4 jours. Je suis allé voir mon avocat. Les papiers du divorce étaient prêts, alors je lui ai demandé de les remettre dans 4 jours. Je laissais tout à Peggy. Elle gardait la maison, mais la société de caution la reprendrait si elle ne payait pas. Je m'en fichais complètement. J'ai joint au papier une copie de mes documents de vasectomie et un rapport récent de spermogramme. J'ai passé quelques coups de fil à des amis en Écosse et j'ai passé du temps à la salle de sport pour récupérer de l'attaque au 2x4. Henry Clark n'était pas content de me voir partir et a accepté de garder le silence le plus longtemps possible. Je lui ai demandé de veiller sur mes enfants, si besoin. Peggy avait arrêté d'aller à la salle et la maison tombait en ruine. Le linge sale s'accumulait et l'apparence générale du lieu dégringolait. Les repas n'étaient plus que des restes de livraison, et nos conversations étaient moins que brillantes. Je jure qu'elle semblait reprendre du poids. Le monde entier semblait s'effondrer en 4 semaines. Le lendemain, les gars m'ont remis mes documents maritimes. Je ne les avais jamais vus aussi heureux. Nous étions tous les 3 prêts à partir. Je leur ai dit d'attendre et de terminer l'année scolaire avant de prendre une décision. Je crois qu'ils ne m'écoutaient même pas. Je suis retourné à bord de l'Osaka Maru pour m'occuper de tout ce qu'il fallait régler. Le contremaître m'a donné une liste de choses à récupérer avant le départ. Le lendemain matin, j'ai pris mon équipement, fait l'enregistrement dans ma cabine, puis j'ai quitté le navire une dernière fois. Robert avait laissé sa Triumph Bonneville 750 garée au bout du quai. Quelques minutes plus tard, j'étais en route pour Aberdeen. Un trajet de 8 heures à moto, ce n'est pas une partie de plaisir. La Triumph tremblait tellement qu'il était impossible de lire l'odomètre. Le moteur fonctionnait bien et le temps était clément, mais malgré cela, j'étais soulagé quand je suis enfin arrivé. Mes amis avaient retrouvé Bob Timber et prévu de le croiser au Four Crowns. Les toilettes de cet endroit se trouvaient à l'arrière, il fallait sortir du bâtiment pour y accéder. Je suis entré, j'ai jeté un coup d'œil rapide pour que mes amis voient que j'étais là, puis je suis sorti sur le côté du bâtiment pour attendre. Les 2 premiers types sont sortis, puis Bob est apparu. J'ai entendu la porte se verrouiller derrière lui pendant qu'il se dirigeait vers les toilettes. J'ai attrapé son bras droit comme je l'avais fait avec Freddy, et j'ai cogné sa tête contre le mur de pierre en descendant dans la ruelle. Son visage entier frottait contre la pierre pendant que je marchais et qu'il trébuchait. J'ai marché environ 15 mètres et je l'ai jeté contre le mur. Il gémissait, moitié en douleur, moitié en larmes. À la lumière pâle du réverbère, je pouvais voir que son orbite droite était couverte de sang. L'os de sa joue était visible sous son œil, et tout ce côté du visage était une énorme éraflure. Il a supplié. « Me tue pas, Grady. S'il te plaît, me tue pas. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas l'intention de le tuer, mais je n'ai vu aucune raison de ne pas le laisser croire le contraire. Je vais te laisser un choix, Bob. Tu me dis la vérité sur tout ce qui s'est passé à la fête et je te laisse vivre. Tu me mens, et tu meurs. D'accord, ça fait mal, Grady. Pose tes questions et j'appelle un médecin. Quand Peggy est arrivée à la fête sans toi, Colin était surexcité. Il se vantait qu'il allait la saouler et coucher avec elle. Elle était vraiment belle, Grady. Franchement, elle était bien habillée et avait l'air de vouloir s'amuser. Colin a commencé à lui faire boire verre après verre et nous a dit qu'on pourrait avoir notre tour une fois qu'il aurait fini. On ne pensait pas qu'il y arriverait. Puis au bout d'un moment, il l'a emmené dans l'arrière-salle et on les a suivis. Tu es sûr de vouloir entendre ça, Grady? Oui, continue. D'accord, mais ne me fais plus de mal, s'il te plaît. On pouvait les entendre derrière la porte, en train de s'embrasser et de faire l'amour. Elle gémissait et disait des trucs salaces, comme dans les films pour adultes. On était excités rien qu'à écouter. À un moment, Colin a ouvert la porte. Peggy était allongée sur le canapé,
un genou en l'air, le bas complètement exposé. Sa chemise remontait à la taille, ses seins à découvert, et elle avait un grand sourire sur le visage. Chacun de nous a eu son tour avec elle. Elle a commencé à me faire une fellation pendant que Ray la prenait par derrière. On ne l'a pas blessée. On ne l'a jamais forcée à rien qu'elle ne voulait pas faire. Colin et Freddy ont alterné aussi, la prenant par derrière mais doucement. Quand on a fini, on l'a aidée à se rhabiller. Elle est partie avec Colin, je crois qu'ils se sont arrêtés quelque part avant qu'il ne la dépose, mais je ne suis pas sûr. Voilà, Grady. Je suis désolé, on ne l'a pas blessée, vraiment, et on ne l'a pas obligée à faire quoi que ce soit. Elle a fait ce qu'elle voulait faire. Je l'ai simplement regardé et je lui ai demandé s'il savait où était Colin Farrell. Il a juste secoué la tête. Cet homme n'était clairement pas en état de me mentir. Son histoire collait bien plus avec celle que Sally m'avait racontée qu'avec celle de Peggy. Son visage était horrible sous la lumière jaune du lampadaire, il saignait davantage et sa veste devenait d'un noir mat. Des lambeaux de peau pendaient de sa joue, et la chair vive dessous était rouge écarlate. J'ai frappé à la porte verrouillée du pub, serré la main de quelques vieux amis, et je suis monté sur la moto. Quelques kilomètres plus loin, j'ai croisé un véhicule de secours en route vers le pub. Il était tôt le matin quand j'ai garé la Triumph à l'endroit où je l'avais prise, puis je suis monté à bord de l'Osaka Maru. Robert viendrait récupérer la moto plus tard. Mon premier quart de travail était prévu pour cette nuit-là, alors j'ai passé le reste de la journée à récupérer du trajet. Cette foutue moto m'avait épuisé. J'aurais dû venir en voiture. Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard, j'ai pris une douche et j'ai dîné. Mon superviseur m'a donné une description du poste, m'a expliqué mes fonctions et m'a laissé seul. C'était un poste de base, pas très difficile ni complexe. Mes collègues n'étaient pas vraiment amicaux ni aidants. Ils répondaient à mes questions directes, mais n'offraient ni conseils ni assistance, et aucun ne semblait vouloir créer un lien avec moi. J'espérais établir un minimum de connexion avec l'équipage, mais cela n'allait pas être facile. Ils semblaient bien s'entendre entre eux, mais je n'étais pas inclus dans leur cercle. J'ai décidé d'attendre. Peggy était maintenant consciente que j'étais parti. Elle avait probablement reçu les papiers du divorce ce matin-là. Je suis sûr que Bob Timber avait déjà raconté toute son histoire aux autorités. Je pouvais imaginer mes deux fils, ces petits démons, en train de rire entre eux à propos des événements actuels. Mon service était terminé et je suis allé me coucher. 2 jours plus tard, j'ai été convoqué au bureau du capitaine en plein milieu de la journée. Le capitaine Costa ne semblait pas content quand je me suis retrouvé devant lui. Monsieur Baxter, la Marine royale a demandé la permission de faire atterrir un hélicoptère sur l'Osaka Maru pour vous ramener sur le continent. Ce matin, j'ai reçu un long télégramme justifiant cette demande. Je vais vous résumer quelques points de la requête d'extradition. Si vous voyez des erreurs, vous pourrez les expliquer. J'ai simplement hoché la tête en signe d'accord. Ils veulent vous parler de la disparition d'un certain Colin Farrell. Vous êtes accusé d'avoir battu un homme nommé Fred Springer si sévèrement qu'il a perdu un rein et pourrait perdre l'autre. Vous avez perdu votre caution à cause de cette accusation. Vous êtes aussi accusé d'avoir mutilé un certain Ray Collins. Cela avait été enregistré comme légitime défense, mais ça est en train d'être revu à cause de la gravité des blessures. Enfin, la nuit où vous avez embarqué sur le navire, vous avez battu un homme nommé Bob Timber à Aberdeen si gravement qu'il a perdu l'œil droit. Je ne sais pas comment diable vous pouvez être ici et à Aberdeen en même temps, et je ne veux pas le savoir. Il est écrit ici que toute cette violence a été commise de vos propres mains pour venger une offense personnelle. Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Baxter? Monsieur, je suis désolé pour tous les problèmes que j'ai pu causer. Je parle des accusations. Si j'avais trouvé Colin Farrell, il serait à l'hôpital avec les 3 autres. Je ne sais vraiment pas où se trouve ce salaud. Je vais préparer mes affaires et me tenir prêt pour l'hélicoptère quand il arrivera. Le capitaine Costa m'a juste regardé et a souri. Ce ne sera pas nécessaire. Je leur ai dit que vous n'avez jamais embarqué. Il n'y a aucun Grady Baxter sur l'Osaka Maru. Retournez au travail. Je suis retourné au quartier de l'équipage, j'ai pris une douche et me suis préparé pour mon service. Quand j'ai fini de dîner, le rapport de police avait déjà fait le tour de tout l'équipage. Pendant le reste du voyage, j'avais plus d'amis que je ne pouvais en gérer. Je n'ai eu aucun contact avec personne de chez moi jusqu'à environ 1 mois avant notre arrivée. J'ai reçu un télégramme de mon avocat, le divorce avait déjà été finalisé,
j'étais donc un homme libre. Peggy avait perdu la maison au profit de la société de caution lorsque j'ai quitté le pays. Colin Farrell était à l'hôpital avec de graves lésions internes et 2 rotules cassées. La police cherchait Robert et Dave en lien avec la tabassage de Colin Farrell. Mes fils avaient trouvé Colin avec Peggy dans notre chambre avant que la maison ne soit reprise. Peggy vivait maintenant chez sa sœur et était enceinte, son ancien problème de poids revenait. J'avais encore des accusations en suspens, et mon avocat m'a conseillé de ne pas revenir. Il n'avait aucune idée d'où se trouvaient mes fils. Les nouvelles m'ont laissé un mélange de sentiments. Le lendemain, au petit déjeuner, le capitaine est passé près de la table et s'est arrêté. Je voulais juste que vous sachiez que Robert et Dave Baxter ne sont pas à bord du Nakamura, qui part pour le Cap. Nous avons tous les 2 souri. J'ai toujours voulu être un homme de la mer. Commentaire Monsieur Reddit. Ah, la famille, cet endroit où l'on s'attend à de l'amour, mais où l'on trouve parfois que du drame, des mensonges et une bonne dose de chaos. Au final, la meilleure chose à faire, c'est de s'occuper de sa vie et de laisser le cirque brûler sans vous. Si c'était facile, ce ne serait pas drôle, non? Et vous, quelle est la pire situation familiale que vous ayez vécue? J'ai hâte de rire un peu dans les commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires.